Voilà, c'est parti. Alors, la mécanique. On va regarder un petit peu ce que c'est que ce truc-là. On va déjà introduire toutes les bases avant de démarrer les calculs, parce que vous allez voir, c'est quand même assez calculatoire. On va essayer déjà de bien comprendre les concepts de la mécanique, ce qu'on va étudier et surtout à quoi ça sert. Qu'est-ce que c'est que la mécanique pour vous? C'est un ensemble de plein de lois. C'est un ensemble de Plein de lois en physique. Ouais, c'est un ensemble de plein de lois en physique. Effectivement, en mécanique, on va retrouver pas mal de lois physiques. C'est une grande branche de la physique, en effet. Qu'est-ce que c'est aussi? Mécanique, ça vous évoque quoi? Bêtement, hein? Ryan? Ouais, tout à fait. Ouais, des mouvements. Enfin, moi, mécanique, quand j'étais à votre place, moi, je voyais tout de suite mécanique automobile. Hein, voilà. Alors, effectivement, c'est un petit peu tout ça, la mécanique. On va étudier les mouvements, on va étudier les trajectoires, on va parler de vitesse, on va parler d'accélération, on va parler de force, d'accord? Et en fait, la mécanique, c'est quelque chose qui est vachement bien parce que ça va nous permettre de prévoir des choses. Et ça, il faut en être conscient. Là, la mécanique, si j'ai mon feutre ici, si je le balance avec une certaine vitesse initiale, avec un certain angle, je vais pouvoir faire plein de choses avec ça. Je vais pouvoir, imaginons, je lance mon feutre, voilà, vitesse initiale, j'ai un angle, je vais pouvoir prévoir à quel moment précis il va par exemple atteindre la table du bout, avec quelle vitesse il va l'atteindre, avec quelle accélération et avec quelle énergie. Vous voyez, c'est quand même cool. On peut prévoir plein de choses avec cette mécanique. Alors maintenant, la mécanique, il faut déjà bien fixer les bases. Il y a deux parties de la mécanique. Il y a la première partie qu'on va étudier tout de suite, c'est ce qu'on appelle la cinématique. La cinématique, c'est une partie de la mécanique qui étudie par exemple les mouvements sans s'occuper des forces. Donc on ne va pas parler de force dans un premier temps. On va parler d'accélération, de vitesse, de choses comme ça, mais on ne va pas parler de force. Ensuite, il y a toute une partie de la mécanique qui étudie justement les forces, et on appelle ça la dynamique. Et on va voir que les forces, évidemment, vont pouvoir générer une vitesse, un mouvement, une accélération, etc. On va voir que c'est lié, tout ça. Mais lorsqu'on va parler des forces, on va parler de dynamique. Mais pour le moment, nous, au début, on ne va pas parler de force. On va juste parler des mouvements, comment on les caractérise, c'est quoi un mouvement rectiligne uniforme, c'est quoi un mouvement circulaire, c'est quoi tout ça. D'accord? Alors, pour parler d'un mouvement, qu'est-ce qu'il faut définir à votre avis? Vas-y, Ryan. Tu dis? Ouais, tout à fait, son sens. Mais alors ça, c'est de façon, le sens, la direction, ouais, très bien. C'est ce qu'on va faire à un moment. Mais là, par exemple, je suis en train de marcher, là. Je suis en mouvement, vous êtes bien d'accord? Ouais, vas-y. La vitesse, par exemple, ouais. Mais alors si, ok, on va partir sur la vitesse, visiblement. La vitesse, est-ce qu'elle a toujours un sens? Enfin, un sens, je veux dire, est-ce qu'elle veut toujours dire quelque chose? Par exemple, là, est-ce que j'ai une vitesse? Ouais, j'ai une vitesse. Bah oui et non, en fait. J'ai pas de vitesse. Pourquoi? Vas-y, Simon. Par rapport au stylo, vous n'avez pas de vitesse. Par rapport au... Exactement, tout à fait. Donc la vitesse, le mouvement, il est toujours défini à partir de ce qu'on va appeler un référentiel. Pour ça, là, je marchais, je vous ai dit oui, j'ai de la vitesse, non, j'en ai pas. Bah, effectivement, j'en ai par rapport à vous. Mais si maintenant, on est en train de marcher ensemble, l'un à côté de l'autre, on va pouvoir se regarder dans un train. Hein. Vous posez, ou dans le bus, ou dans le métro, vous posez, vous êtes en mouvement par rapport au sol. Vous n'êtes pas en mouvement par rapport au bus. Donc ce par rapport-là, il est vraiment nécessaire. Il est super important, et c'est ce qu'on va appeler le référentiel. Un référentiel en mécanique, c'est un objet par rapport auquel on va étudier le mouvement. C'est ce qu'on va appeler un objet de référence. Et c'est super important tout ça. Ça peut vous paraître, on va dire, entre guillemets, chipoté, mais non, absolument pas. On étudie le lancement d'une fusée, on va l'étudier par rapport à quoi? Par rapport à la base. Ou alors on peut l'étudier par rapport au centre de la Terre. Ou on pourrait l'étudier par rapport au Soleil. Donc vous voyez que les équations ne vont pas être les mêmes. Ouais. Donc ça, c'est super important. C'est super important. Donc en fait, dès qu'il y a mouvement, il faut forcément qu'il y ait mouvement par rapport à quelque chose. Et ce par rapport à quelque chose, c'est le référentiel directement. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut absolument bien comprendre. Donc ça veut dire quoi?
et tout de suite vous l'enregistrez, quand on fera des problèmes de mécanique, quand vous aurez des choses à étudier là-dessus, il faudra toujours préciser le référentiel. Vous verrez, ça fera partie des automatismes. Je vais vous dire, je balance le fait dans la salle, donnez-moi les équations du mouvement, machin. Il faudra avant dire, le référentiel, c'est la salle. Ok ? Parce que si je balance le feutre et que le référentiel, c'est le capuchon du feutre, le mouvement, il n'est pas le même. Hein. Vous imaginez, il se met à tourner, qu'est-ce qu'il voit lui? Il voit un truc en rotation sur lui-même, machin. C'est pas du tout les mêmes équations. Donc référentiel, super important. Un référentiel, du coup, c'est un objet de référence, et vous l'avez très bien vu. Cet objet de référence, par exemple, si j'étudie le mouvement par rapport au bureau, on pourrait imaginer qu'il y a un repère sur mon bureau. Un repère avec un axe X, un axe Y, un axe Z, en 3 dimensions. Et si j'avance par exemple par là, que mon axe X il est par là, je vais faire évoluer les coordonnées selon X. Si mon axe Y est comme ça, on voit bien que mes coordonnées selon Y n'évoluent pas. Parce que je ne suis pas en train de sauter. On va dire j'avance selon une constante. Ok ? Donc vous voyez que là, on peut définir un repère d'espace déjà, qui est lié au référentiel. Qu'est-ce qu'il faut forcément comme autre repère pour vraiment tout définir proprement? Un repère d'espace, à votre avis? Un repère aussi de temps. Ouais, de temps, absolument. Le temps, pour vous, il semble être continu, il l'est vraiment, uniforme. 1 seconde, c'est 1 seconde pour nous. Attention, ce temps-là n'est pas toujours le même. Vous allez me dire, oula, commence à être un petit peu bizarre. En effet, il n'est pas le même. Si on se déplace très très vite, il y a tous ces phénomènes de relativité et des travaux d'Einstein qui ont montré que le temps n'était pas le même. Il évoluait, on parlait de dilatation du temps, des longueurs, dilatation de plusieurs choses. Voilà, ça c'est très compliqué, ça ne va pas nous intéresser ici, mais il y a une expérience en tout cas qui prouvait que Einstein a fait. Il envoyait il y a deux jumeaux, très bien. Il y en a un qui est resté sur Terre et il y en a un qui partait à une vitesse très proche de celle de la lumière dans l'espace. Je ne sais plus, il partait 3 ans ou 4 ans, hein, c'était une expérience vraiment qui a été imaginée. Son retour sur Terre, celui qui était parti à la vitesse de la lumière dans l'espace, il était plus jeune que son jumeau. Ouais, c'est parti d'après. Il avait, voilà, exactement. Si vous avez vu Interstellar, c'est exactement ça. Dans Interstellar, il y a cet homme qui part, il laisse sa petite fille sur Terre. Il la laisse, je ne sais plus, elle a peut-être une dizaine d'années, lui il a la quarantaine. Quand il revient plusieurs années, plusieurs mois, je ne sais plus après, sa fille elle est en maison de retraite, quoi. Donc c'est vachement déboussolant. Dans l'espace, on est jeune. Alors ça veut dire que, alors il y a plusieurs, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a la vitesse à laquelle tu te déplaces, il y a aussi la gravité qui est directement en compte. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors attention, hein, tout ça c'est vraiment des choses, on les perçoit pas à notre échelle. Par exemple, vous allez me dire, moi c'est ce que je faisais, là il n'y a plus de relativité, mais l'année dernière encore en terminale S, on abordait tout ça dans un chapitre. Là ils l'ont enlevé et c'est pas plus mal parce que je trouvais que ça servait pas à grand chose, sauf à part faire un peu de vulgarisation sur le truc, mais ça apportait pas grand chose. En tout cas, ce que je disais quand je faisais le cours, je marchais dans la classe, c'était mon introduction un peu, et là j'étais en train de dire aux élèves, je suis en train de vieillir moins vite que vous, là, en regardant, en disant qu'est-ce qu'il me raconte lui. Alors c'est vrai, mais alors attention, hein, c'est quoi, c'est 10 puissance moins 30 secondes, hein, vous voyez que c'est vraiment très très peu, mais en tout cas plus on va augmenter la vitesse, plus ça va se voir. Et quand je dis augmenter la vitesse, il faut qu'on atteigne des vitesses comparables à celles de la lumière. Donc on voit bien qu'avec ce qu'on est capable de faire sur Terre, c'est pas possible, ok? Mais c'est vrai. Et tout ça, c'est pris en compte dans les calculs de GPS et tout. Et si ce n'était pas pris en compte, ça ne marcherait pas. Hein. On aurait des décalages dans nos GPS, etc. Ouais, Ryan? Et si pour un chauffeur d'avion, ça marche. Il est tout le temps en truc. Ouais. Est-ce qu'il va vieillir moins vite que quelqu'un? Il vieillit moins vite, ouais. Mais ce serait, franchement, sur une vie, on pourrait faire les calculs. Si on veut s'amuser avec ça, là, c'est plus du tout dans le programme et ça va pas apporter grand-chose pour nous ici. Hein. Mais oui, il vieillit moins vite. Alors, par contre, je sais pas, il faudrait faire les calculs, mais il va peut-être gagner sur une vie s'il gagne une femtoseconde. Femto, c'est 10 moins 15 secondes de vie, c'est beau, quoi, tu vois. Mais oui, effectivement. Voilà. Là où ça devient intéressant, je te dis, c'est quand on va se déplacer à des vitesses très proches de la lumière. Les particules
qui viennent de l'espace. Il y a des particules qu'on appelle des muons. Ce qui est rigolo, c'est que ces muons, ils ont une durée de vie de... Alors je sais plus, je vais dire une bêtise parce que je sais plus. Imaginons 100 microsecondes. Donc en 100 microsecondes, ils sont peut-être capables de franchir qu'une partie de l'atmosphère. Donc on ne devrait pas les retrouver sur Terre. Hein. Ils sont mortes avant ces particules. Et on en retrouve sur Terre. Donc là on se dit, bah mince, soit la durée de vie c'est pas 100 microsecondes, mais si c'est 100 microsecondes, on l'a démontré. Ou soit il se passe quelque chose. Mais elles vont tellement vite, elles vont à 0,95 fois la vitesse de la lumière, que le temps qui s'écoule pour elles n'est pas le même. Ouais. Donc elles ont le temps d'arriver sur Terre. C'est bizarre, mais c'est vraiment ça. Donc vous voyez que ce repère de temps, ce repère d'espace, c'est très important. Ouais. Ouais, en théorie, ouais. En théorie. Si tu te déplaces à la vitesse de la lumière, le temps, pour toi, il est tellement différent qu'il passe plus. Hein. Pour toi, il passe plus. Une seconde pour toi, ce sera un milliard d'années pour les autres. En théorie, hein, ce qu'Einstein, bon, bien sûr, là on parle de particules. Vous êtes un assemblage de particules peut-être, mais quand même, on n'est pas capable de faire ça. Voilà. Ouais, Simon, dis-moi. Il n'y a pas dans les trous noirs aussi que... Si, tout à fait. Tout à fait. Parce que le temps, il n'est pas lié qu'à la vitesse. Je vous en parle pas plus que ça, après on avance. Le temps est aussi lié à la gravité. Donc vous savez que sur Terre, notre planète nous attire, il y a une certaine gravité. Et en fonction de la gravité, on sait que dans les trous noirs, il y a une gravité entre guillemets infinie, hein, c'est énorme là-bas. Donc on va avoir un système temporel qui va évoluer aussi d'une certaine façon. Voilà, ça, je vous dis, c'est de la relativité, c'est extrêmement complexe. Ouais. Techniquement, on est plus vite dans l'espace que sur Terre. Bah, ça dépend où on se trouve. Il y a l'effet de la gravité qui impacte. Donc de mémoire, la gravité, ça fait passer le temps moins vite. Dans les trous noirs, on vieillira moins vite. Et il y a la vitesse aussi. C'est deux choses qu'il faut combiner. Souvent, la gravité est carrément prédominante sur la vitesse. Donc voilà, il y a plein de choses il y a plein d'études là-dessus, évidemment. Il y a un gros côté théorique, mais il y a plein de choses qui prouvent que tout ce qui a été démontré, tous les travaux d'Einstein sont vrais. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont été démontrées avec les GPS, avec ces particules, ces muons, etc. Ouais. Voilà. Alors, du coup, on va nous rester dans des choses beaucoup plus sobres. Alors, déjà, vous voyez dans le cours, études cinématiques, je vous ai dit, on étudie que les mouvements avec accélération, vitesse, on ne regarde pas les forces. Donc déjà, référentiel. Il faut absolument savoir ce que c'est qu'un référentiel. Ça pourrait être une question en colle. Un référentiel, c'est un solide de référence par rapport auquel on étudie le mouvement. Un référentiel sont associés un repère d'espace, x, y, z, qui donne la position d'un point, et un repère temporel qui permet d'associer à chaque position une date. Ouais. Là, imaginez, je suis à 0, 0, 0 de mon repère. Là, j'avance, je suis à 1, 0, 0. Vous êtes bien d'accord? Mais le temps, il s'est écoulé, hein, et là, il continue à s'écouler. Donc, on voit bien qu'en mécanique, il faut qu'on définisse la position, certes, mais aussi à quel moment on est. Parce que si, regardez, c'est parlant tout de suite, là, je suis à 0, 0, 0 de mon repère, là, je vais avancer à 1, 0, 0. Voilà, je suis arrivé à 1, 0, 0. Certain temps s'est écoulé. Je refais la même chose, hop, je suis tout de suite à 1, 0, 0, 0. Donc vous voyez bien que le temps qui s'est écoulé n'est pas le même, et du coup, là, on va pouvoir définir une vitesse, par exemple. Un temps, une distance, on a une vitesse. Ok? Donc vous voyez que ces deux repères sont super importants. Très, très importants. Ça, vous allez vite l'oublier. Parce qu'après, on va mettre des équations, on va écrire des trucs et tout. Mais ça, vous allez dire, bon, référentiel, ok. Il faudra toujours le définir. Toujours dire, on est dans quel référentiel, etc. Alors, je vous donne des exemples. Une pomme qui tombe de la main d'un passager d'un TGV ne sera pas vue avec le même mouvement par un observateur dans le TGV que sur le quai de la gare. Ouais, logique. Hein. Si vous faites tomber une pomme dans le TGV ou un feutre, vous voyez un mouvement vertical, vers le bas. Ouais. Si vous êtes dans un TGV et vous faites tomber le feutre, il y a un gars sur le quai qui vous regarde, il ne va pas voir ce mouvement-là. Lui, il va voir un mouvement comme ça. Donc on voit bien que le mouvement, la forme du mouvement, son aspect dépend du référentiel, de où on se trouve. Alors, pour ça, on va pouvoir définir... Bon, il y a plusieurs types de référentiels. On vous dit ne pas confondre le référentiel terrestre, immobile à la surface de la Terre. Exemple, un arbre. Là, on pourrait étudier nos mouvements par rapport à cet arbre. L'arbre ne bouge pas, nous on effectue des mouvements,
on étudie les mouvements par rapport à lui. Mais attention, il ne faut pas confondre ce référentiel à ce qu'on appelle un référentiel géocentrique, qui est placé au centre de la Terre. Par rapport au centre de la Terre, cet arbre, il est en train de bouger. Vous êtes d'accord? La Terre tourne sur elle-même. Donc l'arbre, là, il est en train de bouger. Il a une trajectoire à peu près circulaire. Et si on étudie par rapport au centre du Soleil, ben, il a une trajectoire... Ouais, vous voyez bien? Donc là, l'arbre, il bouge pas, pour nous. Par rapport au centre de la Terre, il va avoir une trajectoire circulaire. Par rapport au centre du Soleil, il va avoir une trajectoire un petit peu bizarre, électroïdale, complètement quelconque des fois. Ouais. Vous avez dit que la vitesse agissait sur le temps, mais est-ce que, parce que du coup on a une vitesse, là si j'ai une vitesse nulle par rapport à un référentiel géocentrique, mais par rapport à un référentiel héliocentrique, j'ai une vitesse plus élevée. Est-ce que du coup, Tout à fait. le temps, est-ce que ma vitesse, Ouais, je vois ce que tu veux dire. agit sur le temps ou pas? Oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, en fait, il faut toujours comparer deux endroits. Tu vois, c'est pour ça que les jumeaux, si il n'y a pas de jumeaux et qu'on envoie quelqu'un dans l'espace, il va revenir, on va dire, bon, il s'est passé 4 ans. On ne pourra pas comparer par rapport à son jumeau qui est resté sur Terre. Donc là, il faudrait comparer à quelqu'un qui reste sur le Soleil, par exemple. Qui, pour le coup, lui, sera vraiment immobile par rapport à toi qui est en train de faire le tour très très vite. Là, oui, là, on aurait probablement des écarts, des différences. Ouais, tout à fait. Il faudrait prendre en compte la gravité du Soleil qui est bien plus importante que celle de la Terre et tout, c'est compliqué. Hein. Donc tout ce que je vous dis, il n'y a pas que la vitesse, et la vitesse, d'ailleurs, c'est pas la plus grosse partie de cette dilatation du temps. Voilà. Alors, du coup, nous, ce qu'on va définir, c'est des vecteurs, plusieurs vecteurs. On va déjà commencer par définir le vecteur position. Un vecteur position, c'est comme en maths. Vous savez définir des vecteurs, vous savez calculer ses coordonnées. Le vecteur position, déjà, on va le définir dans un repère, OIJK. Ça vous parle, ça? En maths, OIJK? Vous voyez, un repère comme ça? OXYZ, peut-être? Donc, en maths, nous, enfin, ici en physique, on va définir le centre du repère, O, un vecteur petit i. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler un vecteur unitaire. C'est un vecteur qui est selon l'axe x et qui vaut 1. D'accord? La norme de ce vecteur vaut 1. Mais pourquoi on définit un vecteur? Parce que on voit bien qu'un vecteur, c'est orienté. Et moi, si je vais par là, c'est cool d'avoir un vecteur orienté par là pour définir un mouvement. Et si mon vecteur est orienté par là et que je vais de l'autre côté, on va avoir peut-être une composante négative. Vous voyez un petit peu toutes ces idées-là. Donc c'est pour ça qu'il faut orienter un petit peu tout ça. On a la même chose selon y. Donc ça, c'est j. Et on aurait la même chose en 3 dimensions s'il y avait une autre dimension, par exemple, qui sortirait du tableau ou qui irait derrière le tableau. Et là, on définit, selon z, aussi un vecteur unitaire qu'on appelle petit k. Alors du coup, un vecteur OM, ici OM, il va être simplement défini par ses coordonnées. Donc ce sera coordonnées du point M, xm, fois le vecteur unitaire i, plus ym fois le vecteur unitaire j, plus zm fois le vecteur unitaire k. Ouais, ça va? Ça, c'est des maths. Ouais, Simon, dis-moi. Pourquoi c'est OM avec T entre parenthèses? Très bonne question. Pourquoi, est-ce que quelqu'un peut peut-être répondre à ça, pourquoi c'est OM avec T entre parenthèses? Ça veut dire quoi, ça? En maths, f de x, ça veut dire quoi? C'est f en fonction de x, donc ça veut dire que f est fonction de x, va varier en fonction de x. Du coup, là, le t, ça veut dire quoi? Le temps. Donc ça veut dire que ça va varier dans le temps. Ça dépend du temps. Si je regarde OM à un instant t égale 0, ce sera peut-être comme ça. Si je le regarde pour t égale 1 seconde, OM, il aura changé. Ce ne sera plus la même position. Ouais, ça va? Regardez là, à l'instant t égale 0, il est là. À l'instant t égale 1, alors 1, ça veut temps t1, ça peut être 1 seconde, 10 secondes, 1 milliseconde, je ne sais pas. Il est là, donc OM va être comme ça. À l'instant t égale 2, il sera comme ça. Et ainsi de suite, on peut prendre tous les points ici. Donc vous voyez là, le temps, il est nécessaire. Hein. En maths, on aura tendance à vous dire on est dans l'espace, machin, on regarde qu'un seul vecteur. En physique, on va vous dire que ce même vecteur, il évolue dans le temps, donc on va le regarder à plusieurs moments. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Ça va? Voilà, c'est une introduction.
Alors du coup, on va définir ce qu'on appelle une trajectoire. Donc l'ensemble des points occupés successivement par le mobile M au cours du temps est appelé trajectoire. D'accord? Donc une trajectoire, c'est l'ensemble des points occupés dans le temps par le corps qu'on étudie. D'accord? Si je mets mon feutre ici, il évolue dans le temps, donc il a une trajectoire, hop, il serait comme ça, parabolique on va dire. Ok? Voilà. Ça, il faut savoir, quand on parle de trajectoire, il faut savoir ce que c'est. Alors, lorsqu'un mobile, on vous dit, se déplace sur sa trajectoire, sa position change au cours du temps. À chaque position OM est donc associée une date T. On en a parlé juste au-dessus, là. C'est ce petit T qui est entre parenthèses. Alors, la position étant donc fonction du temps, on la notera comme ceci. Donc là, pour le vecteur position, vous notez les vecteurs aussi de façon verticale comme ça, en maths. Ça vous arrive? Ouais. Ben voilà. Ben là, c'est les coordonnées de x, de y et de z. Mais à chaque fois, chacune de ces coordonnées dépend du temps. Ça va? Si mon repère, regardez ici, mon repère, je le mets au sol, là je suis à 0, 0. Je vais regarder le mouvement de ma tête. Donc x égale 0, d'accord? X égale 0, y je vais le prendre par là, égale 0, et z égale, pour moi c'est 1m83 à peu près, quoi. On va dire 1m80. C'est ça. Allez, on va prendre 1m80. Donc ça c'est mon z. Donc à t égale 0, pour moi, à t égale 0, je vais avoir 0, 0, 1,8 à la louche, je reste en mètres. Et ça, c'est pour OM à t égale 0. Ok? Maintenant, si je prends OM, on va dire à t égale 1 seconde. Pour 1 seconde ici. Je vais avancer. Ouais? Donc, pour 1 seconde, mon OM, ça va plus être ça, ça, ça. Ça va toujours être 1,8 pour Z, parce que vous voyez, je n'ai pas changé de hauteur. Par contre, je vais avancer, on va dire, j'ai avancé de quoi? 50 cm, donc je vais avoir 0,5 ici. Je n'ai pas avancé selon Y, donc 0. Voilà. Donc vous voyez qu'à chaque temps, on peut associer une position à un vecteur position. Ouais, dis-moi. Est-ce que le Z, c'est en fonction de. Enfin, la hauteur, c'est en fonction du centre de gravité? Si pour un objet, ça dépend ce qu'on étudie dans l'objet. Si on te dit on va étudier, oui, soit. Alors si tu prends un point, souvent on étudie des points, donc la question ne se pose pas. Si tu prends un objet sphérique, souvent on va prendre son centre de gravité. Mais imaginons que tu vas utiliser, là tu vois, moi j'ai défini le point que je vais étudier sur moi, c'est ma tête. Donc je prends un point sur ma tête et je regarde comment il évolue. Donc ça c'est vraiment comme tu veux. Et comment te précisera l'énoncé surtout. Ça va, vous avez compris ça? Ouais? Bon. Il ne faut pas hésiter, je prends du temps, mais il ne faut pas hésiter à poser des questions si vous en avez besoin. Alors, pour tout ça, il y aura des TP, quand je vous mets entre parenthèses, tir parabolique, on fera ça en TP, donc je vous mets entre parenthèses, on va reprendre ça sur des ordi à un moment. Hein. Alors du coup, là j'ai défini avec vous la position. La position, on voit bien que mon vecteur position, il me dit, tiens, à un instant T, je suis là, à un instant T1, je suis là, à un instant T2, je vais être là, et donc on va pouvoir, avec ce vecteur, suivre ma position. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire cette chorégraphie-là. Donc, instant T1, instant T2. Là, je suis à l'instant T0, instant T1, instant T2. Donc là, on suit ma position. Je vais refaire la même chorégraphie. Donc là, instant T égale 0, instant T1, instant T2. Ok? Je le refais une fois. Là, instant T égale 0, instant T1, instant T2. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé évidemment le temps entre chacune de mes positions. Ouais, vous êtes bien d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, j'ai effectué cet assemblage de positions sur une durée différente. Et du coup, je l'ai fait plus ou moins vite. Et du coup, si je parle de plus ou moins vite, je vais directement aborder ce qu'on appelle la vitesse. Ouais. Donc la vitesse, dès que cette notion de durée apparaît sur une distance, on va voir qu'on pourra parler de vitesse. Et nous, on va parler plus précisément de vecteur vitesse. Ouais. Alors, pourquoi c'est intéressant de parler de vecteur vitesse? Parce que ça va nous permettre de définir un sens au mouvement.
une direction du coup, Une norme. ouais, et une norme. Là, imaginez, il y a, allez, on va dire 5 mètres entre la porte et moi. Donc je pars d'ici, 0, 1, 2, 3, 4. Je mets 4 secondes pour parcourir 5 mètres. Ça veut dire que ma vitesse, elle est de 1,25 m par seconde. Vous êtes d'accord? Ouais, 5 divisé par 4, ça fait 1,25. Si maintenant... Alors, je vais essayer de faire un truc. Donc je repars du même endroit. Donc 0, 1, 2, 3 et 4. Ouais. Ma vitesse, elle est toujours de 1,25 m par seconde. Pourtant, j'ai absolument pas le même mouvement. J'ai accéléré d'un seul coup, j'ai freiné, et puis après, je suis allé tranquillement à la porte. Donc là, je suis en train de vous parler de ce qu'on appelle la vitesse moyenne. Vous partez d'ici, vous allez à Marseille, vous allez mettre 10 heures, vous pouvez rouler à 300 à l'heure sur l'autoroute et vous arrêter pour faire un bon petit déj et une bonne pause repas et puis après rouler encore à 300 à l'heure, ou alors vous pouvez y aller à 130 en respectant les limitations et pas vous arrêter parce que vous dites je n'ai pas envie de m'arrêter et vous arriverez peut-être en même temps. Donc là on parle de vitesse moyenne. On voit que la vitesse moyenne elle n'est pas toujours pertinente du coup. Ce qui va être plus pertinent c'est de parler de vitesse instantanée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque instant où j'avance, il faut que je sois capable de définir ma vitesse à chaque instant. Dire, bah là, toi, tu te déplaces à telle vitesse. C'est ce qui se passe sur les voitures, plus ou moins. On est capable à chaque instant de dire, bah là, je roule à 130, là, je roule à 131, 132, machin. Donc, en fait, ce qui est plus pertinent, c'est de parler de vitesse instantanée. C'est ce qu'on va aborder ici. Alors, là, il y a une partie très importante que je vais voir avec vous et je vais me poser un petit peu là-dessus. La vitesse, du coup, instantanée, et le vecteur vitesse instantané, c'est quoi? C'est ce qu'on va appeler la dérivée de la position ou la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Vous savez tous ce que c'est qu'une dérivée. En maths, la dérivée de f de x, sa dérivée c'est f' de x. Vous la notez comme ça en maths. Bien d'accord. Donc si f de x c'est x carré, sa dérivée ce sera 2x. Vous savez tous faire ça, ça ne vous pose pas de problème. En physique ce sera pareil. Sauf que la variable ce ne sera pas x, quasiment toujours ce sera le temps. On va dériver par rapport au temps. On ne va pas noter du coup en physique, on ne va pas noter ça comme en maths, mais on ne va pas noter non plus la dérivée comme ça. On pourrait dire, bah, c'est pas t, c'est pas x qui nous intéresse, c'est t. Non, il y a plusieurs notations. La première notation, ouais, vas-y, dis ça. Comment? Alors ça, ce sera pour l'accélération. Voilà, on va le faire juste après. Mais en fait, en physique, ce qu'on va noter, c'est pas des f'. La dérivée de x, par exemple, on va pouvoir la noter x point. Ça veut dire que c'est la dérivée. En maths, ce serait prime. En physique, c'est point. Ça peut être point. Mais en physique, ce qu'on va plus utiliser comme notation, et là, c'est des notations, si on veut dériver x, ce sera d de x sur dt. Ça veut dire dériver ce truc-là, il veut dire dériver de x par rapport au temps. On dérive par rapport au temps. Ouais, Ryan? Ça, c'est x point. Ça, c'est x point, ou c'est x prime. Et on ne peut pas le mettre, par exemple, dans la DS, on peut pas mettre directement x point. Tu peux mettre x point directement, moi ça m'ira. Mais en fait, il faut être conscient que tu vas rencontrer cette notation-là très souvent, celle-ci des fois, et le x' et tout, tu ne le rencontreras pas en physique. Donc si on vous demande de calculer par exemple la dérivée de la position, du vecteur position, bah, tu vois, là je la note comme dérivée par rapport au temps du vecteur position. Ou j'aurais pu noter ça, ça se voit beaucoup moins souvent, comme ça. Ouais. Ça, vous allez le rencontrer 19 fois sur 20, hein. Ça, vous allez quasiment jamais le voir. Donc retenez plutôt ça. Ouais. Voilà. Alors du coup, on voit, les premières choses un peu mathématiques arrivent, il faut déjà savoir un petit peu dériver. Alors je vous rassure,
Je ne vais pas vous demander des dérivés de fou. Ce sera à chaque fois des polynômes, des choses très simples. Si vous savez dériver x carré, x, machin, ce sera du même genre. Ok? Donc là, on va faire un exemple tout de suite. Donc là, je vous dis juste quand même que le vecteur vitesse, c'est quoi? C'est la tangente à la trajectoire. Quand vous voulez déterminer la tangente d'une courbe, qu'est-ce que vous faites? Vous calculez sa dérivée pour avoir la pente. Vous faites tout ça. Ouais, ça vous parle ça. Vous avez une parabole. On vous dit calculer la tangente en ce point-là. Calculer la tangente en ce point-là. Qu'est-ce que vous faites? La tangente, ça fait ça. Vous allez calculer la dérivée de la fonction en ce point-là, vous allez trouver la pente. Ensuite, vous trouverez l'ordonnée à l'origine, machin, et puis vous aurez du coup l'équation de la tangente. Ben là, en physique, c'est pareil. Si on calcule la dérivée, si la vitesse est la dérivée par rapport à la position, alors la vitesse, le vecteur vitesse, ce sera la tangente à la trajectoire. Voilà, la trajectoire, c'est défini directement par la position. Ouais, ça va, vous voyez, c'est lié, c'est des maths, mais appliquées à la physique. Mais ce sera, attention, ce ne sera pas compliqué au niveau des maths que je vais vous demander. Hein. En maths, M. Coco peut vous demander de calculer la dérivée de je sais pas, cos de x carré plus 1 divisé par exponentielle de ln de x. Ça peut être un peu chiant à faire. Avec des composés de fonctions, hein, u'v plus uv' sur v carré, machin, tout ce que vous voulez. Là, non, nous, ça restera relativement basique, mais il ne faut juste pas s'en mêler les pinceaux. Donc là, pour voir si ça, c'est à peu près compris, donc déjà, je vais vous parler de la notation. Donc la notation, comme pour le vecteur position, le vecteur vitesse, ce sera la composante selon x fois le vecteur unitaire i, la composante selon y fois le vecteur unitaire j, etc. C'est des vecteurs qu'on utilise. Ou alors, vx, vous voyez, je peux dire que c'est x point. Ouais, c'est la dérivée de la position selon x uniquement, donc x point. Ou alors, je peux noter ça dx sur dt. Ouais, on dérivera toujours, par rapport au temps, si on dérivera toujours pour la vitesse, oui. On pourrait dériver par rapport à autre chose, on le verra peut-être un jour, mais en tout cas, là, pour l'instant, nous, on dérive que par rapport au temps. Ça va? Bon, c'est un petit peu magistral comme cours, c'est un petit peu long peut-être, mais il faut fixer toutes les bases. Ouais, vas-y. Si on veut noter Vx, c'est la dérivée de x. Ouais, tout à fait. V, c'est la dérivée de la position, donc la vitesse uniquement selon x, ce sera la dérivée de la position selon x, donc la dérivée de x. Ouais, voilà. Alors du coup, à partir du moment où on a des vitesses et des vecteurs, on peut calculer la norme. Parce que là, attention, là j'ai la vitesse selon x, j'ai la coordonnée de la vitesse selon x, coordonnée selon y, coordonnée selon z. Ça ne me donne pas la vitesse, ça me donne les coordonnées selon chacune des composantes de la vitesse. Donc si moi je veux la vitesse, il faut que je calcule la norme. En maths, une norme c'est quoi? Ça se note entre barres comme ça. Ça. C'est racine carrée des carrés de chacune des composantes. Ça va, ça vous parle en maths? Vous l'avez fait? Ouais, voilà. Donc vous voyez, on retrouve les maths. Maintenant, là où vous allez devoir vous exercer un tout petit peu, et puis on terminera par ça de toute façon, c'est ces quelques petites questions. Je vais vous laisser y réfléchir un petit peu. D'accord? Je vous laisse y réfléchir quelques secondes là-dessus, enfin quelques minutes, deux petites minutes, histoire de vous dépatouiller, hein, voir un peu si vous comprenez un petit peu tout ça. Ouais, alors je sais pas si tu as beaucoup de place, Ryan, mais essaie de voir où tu peux le faire, ouais. Essaie de trouver de la place. Bon. Ouais, je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Je ne sais pas si on aura le temps de le corriger là. Parce que ça prend quand même du temps et j'aimerais vraiment que chacun d'entre vous réfléchisse là-dessus, hein, vraiment proprement. Parce que ça, c'est la base. Et du coup, il faut les assimiler rapidement. Ouais, Axel? Oui, est-ce qu'on pourrait nous demander de représenter la trajectoire pour un z différent de 0? Ce sera... Non. En 3D, jamais. En 3D, jamais. Bah là, d'ailleurs, je réponds à cette question-là. Hein. C'est un mouvement plan. Pourquoi? On a une composante ici qui est nulle. Donc sur les trois coordonnées, si on en a une qui est constante et nulle, surtout là elle est constante, elle est nulle, hein, mais elle est constante, alors le mouvement se fait que dans un plan. Là ça ne va pas évoluer selon z. Hein. Donc si je me place à ce niveau-là, je vais faire des mouvements comme ça, je ne pourrai jamais évoluer comme ça. Donc on voit bien qu'on reste dans un plan. Ok, bon là j'ai répondu à cette question B, mais moi ce qui va m'intéresser du coup, c'est la suite.